Salut à toi peuple de YouTube, bienvenue dans une ambiance un peu différente. On va faire une FAQ, une foire aux questions, on l'a jamais fait. Ça va être sympathique, on va prendre toutes les questions, on va y répondre ou pas. Ça va être chouette. Allez, c'est parti. Pourquoi tu ne fais jamais de vidéos sur la gauche? Alors... Tu dis des bêtises! Tu fais un nombre incalculable de bêtises! C'est pas vrai. Encore récemment, on a fait une vidéo qu'on a centrée sur Philippe Brun qui disait absolument n'importe quoi sur les mouvements sociaux. On a fait plusieurs capsules sur la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On est forcé de dire qu'on le fait beaucoup moins que d'autres forces politiques. En fait, quand tu regardes l'historique de nos vidéos, on sous-traite aussi le Rassemblement national. On le traite davantage. J'assume de le traiter davantage parce que je considère, moi, que le Rassemblement national, Éric Zemmour et aujourd'hui une partie des Républicains sont porteurs d'un discours qui est anti-républicain. J'ai toujours dit très explicitement que j'y étais politiquement opposé et donc je n'ai absolument aucun scrupule à traiter ces sujets-là et à en faire derrière des vidéos qui ont vocation à être relayées davantage. Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a une surreprésentation écrasante du gouvernement dans les vidéos qu'on fait. Cette surreprésentation, elle est assumée. Non seulement elle est assumée, mais elle est même fondée théoriquement. Ma matière première, c'est l'analyse du discours politique. Quand on analyse le discours politique, on ne peut pas traiter tous les discours, d'où qu'ils viennent, de la même manière. La parole du gouvernement n'est pas semblable à la parole de l'opposition. Quand tu parles depuis le gouvernement, tu t'exprimes au nom de l'État. Le gouvernement, il est le garant du bon fonctionnement et de la bonne tenue du débat public. C'est la raison pour laquelle je leur consacre l'essentiel de mon temps d'antenne sur Twitch et l'essentiel de nos vidéos sur YouTube, parce que je considère que cela, laisser sa parole être contaminée par le mensonge et la déloyauté quand on est au gouvernement, c'est ça qui est le plus grave, c'est ça qui est le plus dangereux, et c'est ça qui appelle à notre plus grande vigilance. Donc non, c'est pas vrai qu'on ne traite jamais de la gauche, on la traite abondamment en stream, en réalité, hein. Comme je vous l'ai toujours dit, moi je parle à partir de convictions, je ne parle pas à partir du soutien à un parti ou à une personnalité. Donc voilà, je sais pas comment le dire plus fort que ça. Mais évidemment, quand je dis ça, soit on ne me croit pas, soit du coup on retourne ça contre moi en me traitant de je sais pas quoi, de lâche ou bon. Écoutez, c'est mon positionnement, ça me semblait important là de le rappeler. Salut Clément, j'ai une question. Est-ce que tu penses écrire un pouvoir rhétorique numéro 2? Ah, ça c'est une question intéressante. À terme, oui. Je sais déjà comment il s'appelle, je sais déjà ce que je veux mettre dedans. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour deux raisons. Pour l'instant, moi, mon engagement intellectuel, il s'est davantage recentré sur la science politique et la philosophie politique que sur la rhétorique. Compte tenu du glissement autoritaire, voire autoritariste qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression qu'il y a une parole politique qui, là, aujourd'hui, est importante. Et puis, le tome 2 du pouvoir rhétorique, du coup, nécessiterait énormément de travail. Ce serait toute une matière à retravailler, à restructurer, énormément de livres à lire, à appréhender, réfléchir beaucoup moi à l'apport que je peux avoir par rapport à tout cela. Donc un jour oui, c'est sûr, mais je pense pas tout de suite. Donc il va falloir attendre un peu, mais ça arrivera un jour. Pourquoi préférer une plateforme avec moins de visibilité que les plateaux sur lesquels tu as fait des chroniques? Alors ça c'est intéressant. Effectivement c'est une question que j'ai beaucoup moi-même, qui consiste à me dire, au fond, parce que c'est l'implicite derrière la question, au fond, est-ce que tu n'as pas déserté le combat? La première réponse est une réponse personnelle. C'est qu'à un moment donné, se posent aussi des questions que je pense chacun peut comprendre, qui sont des questions tout simplement de vie personnelle. Travailler en quotidienne dans les médias, je l'ai fait pendant 5 ans, c'est une vie extrêmement stressante. Tous les matins, quand tu es en quotidienne dans une grande émission, tu te lèves en te disant, ce soir, il y a des millions de personnes qui m'attendent, je ne sais pas encore ce que je vais leur raconter. Au bout d'un moment, je pense que chacun peut entendre que tu as le droit d'avoir envie d'aspirer à un peu plus de tranquillité. Moi, c'était mon cas. La deuxième raison qui est contradictoire à la première, c'est une forme de lassitude. L'exercice de la chronique, c'est aussi de moins en moins exaltant. Quand je me sens ronronner, j'ai tendance à m'ennuyer et à avoir des envies d'exploration qui deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus irrépressibles. Et j'en étais à cet endroit-là. Je sentais clairement venir la saison de trop. Je sentais clairement venir le moment où ça me serait insupportable de repartir pour une série de 100, 120, 130, 140 chroniques dans la saison. À redire encore une nouvelle fois. Alors ça, vous voyez, c'est intéressant. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Bon, voilà. J'avais fait le tour, tout simplement. Je commençais même, pour tout vous dire, à en perdre le goût et le plaisir de l'analyse politique. J'avais envie de porter d'autres projets plus chronophages et qui nécessitaient de ne pas être tous les soirs en plateau. Le premier de ces projets, c'était l'art de ne pas dire, c'était le spectacle. J'aspirais à d'autres choses aussi. À la réécriture d'un livre, c'est devenu logocratie. Donc toutes ces raisons ont fait qu'à un moment donné, je sentais que j'étais arrivé au bout de mon aventure télévisuelle. Et je vais vous dire un truc, c'est très bien. Je pense pas que ce soit particulièrement sain
d'avoir les mêmes voix qui donnent les mêmes analyses dans les mêmes chaînes depuis plusieurs décennies. Quand je vois qu'aujourd'hui on a Julien Méniel sur France Info qui a plus ou moins pris la case qui était la mienne auparavant, je trouve que c'est super, tu vois. C'était devenu une vraie évidence de quitter les médias traditionnels. Et donc la bascule sur Twitch, elle était assez naturelle. Elle s'est pas faite naturellement. De septembre à décembre 2023, je stream le soir et le week-end, mais ça marche pas trop, j'ai du mal à me motiver, c'est pas un moment où j'ai l'énergie du stream. J'ai plus envie de streamer de la politique. Du coup, j'essaie de faire autre chose. L'audience est beaucoup plus restreinte. Et puis le spectacle, à ce moment-là, il commençait à peine. C'était le début de notre tournée de rodage. Donc en fait, le spectacle, on le jouait une fois de temps en temps dans des petites salles. Et je vous avoue qu'à un moment, effectivement, moi, je voyais les mois qui passaient. Et c'est vrai qu'à un moment, la question de se dire comment je vais payer mon loyer a fini par se poser. Et bon, il se trouve que la chance que j'ai eue, mais c'est une chance, hein, j'ai trouvé la formule café rhétorique, j'ai basculé en matinale ou fin de matinale, en midinale comme on dit. Il y avait plus de gens qui étaient au rendez-vous. J'ai trouvé une formule pour parler de la politique qui me convenait bien. On s'est trouvé avec Pemf, ce qui nous a permis de faire tout de suite des vidéos, et ça aussi, ça a marché. En parallèle, le spectacle a commencé à exploser. Les choses se sont enclenchées jusqu'à en arriver là où on en est aujourd'hui, où j'ai énormément de gratitude et où je me considère tout à fait privilégié. Donc ça, c'est la première partie de la question. J'ai l'esprit de combat, l'esprit du débat public, la volonté de faire et de me sentir utile. J'ai pas totalement l'esprit du sacrifice. Tout le monde a eu beau me dire mais t'es important, etc. Si ça se fait au détriment de ma santé mentale et de mon bien-être et de mon bonheur, pardon les amis, on va faire autre chose. Donc on a fait du Twitch. Je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent l'affirmation selon laquelle sur Twitch j'aurais une audience moins grande que celle que j'avais auparavant. De manière quantitative, c'est sans doute largement vrai. Quand t'es chez Quotidien, le soir, tu parles devant 1 200 000 personnes. Mais on peut pas compter que comme ça. Chaque café rhétorique sur YouTube agrège en moyenne 70 000 vues. Qu'il faut rajouter aux 10 000 auditeurs qui étaient sur Twitch. Et même si tu prends en termes d'auditeurs uniques, un stream, c'est plutôt 50 000 auditeurs uniques. Donc là, en fait, un direct a déjà touché par ces deux canaux-là 120 000 spectateurs. À ces 120 000 spectateurs, tu rajoutes celles et ceux qui écoutent le replay en podcast. C'est-à-dire à peu près 30 000 personnes. Donc en fait, un café rhétorique, c'est 150 000 personnes qui vont être exposées au direct. C'est énorme. Tu vas me dire, c'est rien par rapport aux 1 million plus de Quotidien. Oui, mais Quotidien, c'est 1 million mesuré par médiamétrie. Sur Twitch, YouTube, tu mesures les écrans, alors que médiamétrie mesure les auditeurs. Il y a des gens qui regardent le stream à plusieurs. Quand tu dis qu'il y a 1 million de personnes qui ont vu ta chronique, c'est pas il y a 1 million de personnes qui ont vu ta chronique. C'est il y a 1 million de personnes qui étaient dans une pièce où ta chronique passait à l'écran. En fait, la télévision, elle est énormément diffusée, mais elle est beaucoup moins regardée que diffusée. Là où, quand quelqu'un il allume Twitch ou YouTube ou il me met dans son podcast, il m'écoute vraiment. Et avec une attention qui n'a rien à voir avec celle que tu consacres la plupart du temps à la télévision. Parler à 150 000 personnes qui m'écoutent attentivement et sur une durée de plusieurs heures, c'est en fait beaucoup plus précieux et peut-être, je dis bien peut-être plus impactant que de parler 3 minutes dans un écran qui va être regardé plus ou moins par 1 million de personnes, mais dont tu sais vraiment pas quelle attention les gens te consacrent. J'ai pas parlé des vidéos qu'on en tire avec Pemf sur YouTube. Combien ? Et j'ai pas parlé des capsules de quelques minutes qu'on en tire pour les réseaux sociaux, qui en fait sont l'équivalent de ce que je faisais en chronique à l'époque, et qui parfois circulent devant plus d'1 million de personnes. Donc, pour moi, Twitch, aujourd'hui, a une audience, en fait, et notamment la politique sur Twitch, a une audience bien plus grande que ce que l'on suppose. Pour moi, la politique sur Twitch, c'est en train d'être une lame de fond dont plein de gens ne mesurent absolument pas l'impact réel. L'âge du public aussi. Par ailleurs, c'est parfaitement vrai. L'âge du public moyen à la télévision, c'est 60 ans. L'âge du public moyen sur cette chaîne Twitch, on est plutôt entre 30 et 40. Ce qui est relativement âgé pour Twitch, mais ce qui est inespéré pour la télévision. Moi, je soutiens que non seulement je suis, ça je peux le dire, c'est factuel, beaucoup plus heureux aujourd'hui sur Twitch que je l'étais à la télévision, mais que de surcroît, l'impact que j'ai sur le débat public est sans doute plus importante. Même si pour l'instant ça n'apparaît pas et que personne ne s'en est rendu compte. Voilà. Salut Clément. Beaucoup de tes analyses permettent de décrypter les rouages de la machine politique et de la montée du fascisme en France. Pourquoi ne pas aller plus loin et proposer des actions concrètes à la communauté afin d'aider à lutter contre les constats que tu fais? Excellente question posée. J'y réponds simplement en disant que ça n'est pas mon rôle. En tout cas, ça n'est pas le rôle que je me suis attribué. Je me considère encore aujourd'hui comme un chercheur en sciences politiques, un analyste de la vie politique française. Je ne me considère pas comme un activiste. Ça, c'est mon travail. Mettre en sens, éclairer, proposer des analyses, des interprétations, des remises en perspective, avec toute la rigueur dont je suis capable, avec la méthode qui est la mienne, qui est une méthode académique, avec les références qui sont les miennes, qui sont des références universitaires,
avec les valeurs qui sont les miennes également et que j'assume, et sans aucune prétention à la neutralité, mais parce que je considère que la neutralité n'existe pas et que toute analyse politique est toujours engagée, elle est toujours irriguée des valeurs de celui qui la porte. Si l'objectif de neutralité est une chimère, l'objectif d'honnêteté doit être celui que nous poursuivons et que je poursuis, et c'est pour ça que je n'ai jamais été réticent à dire quelles étaient mes convictions. Davantage de partage des richesses au sein de la société, davantage de partage du pouvoir entre les citoyens, prise en compte de l'urgence écologique dans toutes les décisions et lutte contre tous les types de discrimination. Ça, c'est la structure de mes convictions, mon architecture idéologique, pourrait-on dire. J'ai toujours trouvé plus intéressant de dire avec honnêteté et précision quelles étaient mes convictions, beaucoup plus que de me revendiquer d'une étiquette ou d'une autre. Parce qu'une étiquette, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Les convictions que je donne là, elles sont quand même non pas univoques, mais relativement claires. À partir du moment où tu rentres dans l'action, tu quittes la sphère de l'analyse, du décryptage et de l'université pour rentrer dans une autre sphère, qui est celle de l'activisme ou de la politique. C'est pas l'idée que je me fais aujourd'hui de mon engagement, c'est pas là où je pense être le plus utile, parce que les règles du jeu de ces deux sphères-là ne sont pas les mêmes. La manière dont est traitée ta parole dans les médias n'est pas la même. Les exigences que tu dois t'imposer ne sont pas les mêmes. Et pour l'instant, c'est pas là où je me sens le plus utile. Et peut-être même pour l'instant, encore une fois, le plus légitime. Ça veut pas dire que je ferai jamais la bascule. Vers la politique, pour le coup, je pense pas, parce que je rejette justement la politique telle qu'elle est aujourd'hui comme une recherche d'un être surhumain, d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle dont les qualités seraient surhumaines et viendraient sauver un pays tout entier. Je rejette totalement cette fiction-là, et donc c'est pas pour aller m'inscrire moi-même dans cette course aux petits chevaux-là qui ne m'intéresse pas. L'activisme, pour le coup, on pourrait me souligner que j'en suis pas très loin, mais en fait, entre en être pas très loin et être dedans, il y a une frontière, et la frontière, c'est une vraie ligne rouge. Et cette ligne rouge, c'est celle de l'appel à l'action. Ça veut pas dire qu'un jour, le contexte pourrait pas m'amener à réévaluer mon positionnement. Un positionnement, dans le débat public, il est aussi toujours fonction d'un contexte, d'un moment. Et la vigie du mensonge, c'est un projet citoyen pour le coup. Moi, je lance le truc, et puis après... Voilà, vous allez me dire, non mais je suis un peu d'accord. Pour le coup, je peux pas vous contredire. La constituante, c'est un peu vrai. La constituante, j'ai quand même été à l'initiative d'une pétition, hein, c'est un peu vrai. Ça fait écho à des engagements qui sont des engagements académiques anciens. C'est-à-dire que le référendum pour une constituante, ça fait écho aux travaux que je mène depuis 15 ans sur l'idée d'une démocratie délibérative. La vigie du mensonge, ça fait écho aux travaux que je mène depuis plus de 2 ans sur la nouvelle ère du mensonge en politique. Donc pour moi, c'est le prolongement citoyen d'une réflexion et d'un travail académique et universitaire dans les deux cas. Donc c'est là où moi j'y mets une différence, mais bon, je suis d'accord avec vous que ce que je veux présenter comme une ligne rouge, c'est peut-être plutôt une bande de gris. J'aurais du mal à vous contredire là-dessus. Quelles sont tes techniques personnelles pour garder le moral face à l'actualité française et internationale, l'urgence écologique et sociale, la montée de l'extrême droite, etc. En fait, ma réponse peut pas être totalement votre réponse. Parce que moi, comment je fais pour garder le moral face à l'état déprimant du quotidien? Eh bien, ma technique, vous l'avez littéralement sous les yeux en ce moment même. Moi, ce qui m'aide à garder pied, ce sont les streams. Et plus généralement, c'est le fait d'avoir la parole. Les streams, les vidéos qu'on poste sur YouTube, le fait d'entretenir également une présence sur les réseaux sociaux, tout ça me donne l'impression de faire quelque chose. La déprime, l'abattement fondent sur toi quand tu te sens impuissant face à une situation. Et moi, le fait d'avoir un micro, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur, produire mes analyses, tenter d'agir sur le monde social et politique, tout cela me donne l'impression d'avoir prise sur le réel, me donne l'impression de faire quelque chose. Encore une fois, impression réelle ou illusoire. Hein. Je suis pas du tout dans un ego trip en train de vous dire « moi, je change les choses ». Je vous dis que ça me permet d'avoir cette impression indépendamment de mon impact réel sur le débat public. Paradoxalement, je vis beaucoup mieux l'actualité politique aujourd'hui que je ne la vivais sous François Hollande, où il y a eu des attaques sociales très importantes. Hein. Bon, souvenez-vous des lois Myriam El Khomri, la déchéance de nationalité, souvenez-vous de Manuel Valls qui commençait à parler d'islamo-gauchisme alors qu'il était Premier ministre. Bon, c'est une période que j'ai ressentie beaucoup plus durement en termes personnels et psychologiques, justement parce que j'avais pas la parole, justement parce que j'avais le sentiment de ne rien faire pour lutter contre les attaques sociales et politiques que je constatais. Comment je fais pour garder le moral? J'ai branché un micro, une caméra et je parle. La lutte contre l'abattement, elle passe par la lutte tout court. Trouver une manière de faire, quelle qu'elle soit. Ça peut passer par vous engager dans un parti politique s'il y a un parti politique qui correspond à votre vision du monde, à vos paradigmes politiques et dont vous soutenez la ligne. Ça peut passer par vous engager pour une association comme bénévole. Ça peut passer par écrire, quand bien même vous êtes peu lu. Ça peut passer par tout cela et bien d'autres choses encore. Tant que vous sortez de la
contemplation de l'actualité pour tenter d'agir sur elle. Le syndicalisme absolument. Bon, ce serait ça ma réponse. Essayer de trouver une manière d'avoir l'impression d'être actif plutôt que passif par rapport à une actualité si celle-ci vous déprime. Et ça va vous étonner vu les décibels que j'envoie dans mon micro. Psychologiquement, ça va. Ma conviction depuis maintenant longtemps, c'est que au point où nous en sommes, nous n'échapperons pas au combat, nous n'échapperons pas à la lutte. Nous n'échapperons pas au fait de nous confronter à tout ça. Et je ne sais pas quelle forme ça prendra, et je ne sais pas quelle sera l'ampleur de la lutte et ce qu'elle exigera de nous. Mais par contre, ma conviction, c'est qu'on n'y échappera pas. Mais cette lutte, je l'attends désormais avec patience, sérénité et combativité. Et quand il faudra combattre, on combattra, quel que soit ce que cela veut dire. Autre question qu'on a souvent, ne penses-tu pas prêcher uniquement les convaincus? Ah, toutes les personnes qui regardent, alors je ne sais pas qui à part nous, mais les personnes qui regarderaient régulièrement la section commentaires de nos vidéos YouTube ont conscience que en fait, c'est quelque chose qui est assez général. Et c'est un retour qu'on nous fait... En fait, moi, c'est un retour que j'ai eu assez souvent, qui consiste à dire j'aime bien t'écouter, même si je suis pas d'accord avec tout. Voire, on pense pas du tout la même chose, mais j'aime bien t'écouter quand même, ça me permet de réfléchir contre les gens comme toi. Et c'est super. Et moi, je suis très content de ça. Est-ce qu'on parle principalement à des convaincus ? Peut-être. Cette objection-là, elle est pas très bonne parce que, de toute façon, ne parlons-nous pas toujours, d'où que nous parlions, principalement à des convaincus. Il y a un biais cognitif connu de très longue date qui est le biais de confirmation. Le fait que, en tant qu'être humain, on va aller chercher principalement dans les informations qui nous viennent à nous, des informations qui nous confortent dans ce que nous pensions déjà. Et donc, le fait de chercher à penser contre soi-même, ce fait-là est relativement peu partagé. En psychologie sociale, c'est ce qu'on appelle l'exposition sélective. Ça veut dire que cette critique que l'on m'adresse sur Twitch, en fait, tu peux l'adresser partout. Bizarrement, c'est surtout les racistes et les fascistes en herbe qui regardent ces news. C'est pas vrai de tous les téléspectateurs. Il y a du hate watch, il y a de la pensée critique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent une parole qui n'est pas la leur pour se confronter à des arguments qui vont venir les contrarier, à des objections qui vont venir les embêter, et se poser la question, est-ce que je suis capable d'y répondre, ou est-ce que ça vient pas modifier un peu ce que je pensais? Mais c'est pas la majorité des spectateurs et des spectatrices, parce que c'est pas la majorité des êtres humains. Donc moi, je suis pas du tout convaincu par ça. D'une part, parce que cette critique, on l'adresse pas à la télévision, alors qu'on pourrait l'adresser de la même manière. D'autre part, et surtout, parce que moi, les retours que j'ai, c'est que il y a une frange non négligeable de mon audience qui n'est pas d'accord avec moi. C'est un reproche qu'on fait à Internet. Bon, c'est pas grave, le temps joue pour nous, les amis. Est-ce que tu penses que la BD sera dispo pour Noël 2026? Alors, on rappelle que ça, c'est un engagement The Event de faire une BD. Ce sera, de toute évidence et dans la plus grande des certitudes, jamais dispo pour Noël 2026. Une bande dessinée, ça prend jamais moins que 2 ans. Ça fait partie des dossiers qui sont dans mon esprit et que j'ai un peu commencé quand même. J'ai un rendez-vous de travail avec mon éditeur dans peu de temps sur la question, mais ça va prendre au moins 2 ans, et en vrai, vu ce que j'ai en tête, ce sera peut-être plutôt 3 que 2. Est-ce qu'on aura bientôt des informations sur le retour de Lueur? Lueur, c'est mon émission d'interview longue, et effectivement, 3 donation goals du dernier The Event, c'était de faire un Lueur avec Élise Lucet, un avec Médine et un avec Alexandre Astier. Le retour de Lueur, il y a des choses qui ont avancé, on l'a bien en tête. Ça avance, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'aimerais faire rentrer ça dans une régularité, qu'on installe ça progressivement au cours de l'année, jusqu'à ce que tous les mois, tous les 2 mois peut-être d'abord, tous les mois j'espère un jour, vous voyez popper un Lueur comme ça de manière rigoureuse. Donc on va le faire. Il faut juste accepter que ça prenne le temps que ça prenne. On est en train de changer complètement la formule de production de Lueur, c'est-à-dire que c'est moi et ma société qui allons reprendre Lueur en prod à 100%, c'est beaucoup de frais. On vous demande aucune aide, vraiment, il n'y a pas de problème. Les abonnements Twitch, ça nous sert justement à mettre des sous de côté pour pouvoir tanker ce genre de projet quand ils arrivent. Au bout d'un moment, ce sera pas viable, donc on est en train de chercher un sponsor pour Lueur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On en parlera tout à fait ouvertement le jour où la question se posera. Comment protèges-tu ta vie privée en étant un personnage public? Sur la protection de ma vie privée, je la protège en n'en parlant pas, tout simplement. Voilà, vous la connaissez pas, vous savez pas ce qu'il y a dans ma vie privée, et c'est très bien comme ça. Et je la protège notamment en publiant très peu sur les réseaux sociaux. J'ai jamais été un tweetos compulsif, encore moins un fan d'Instagram. J'ai jamais aimé ça, ça me fatigue, c'est du temps passé, j'ai pas le réflexe, et puis c'est aussi fondamentalement quelque chose que j'ai envie de protéger. Donc voilà, je protège ma vie privée en n'en parlant pas, et ce qui est privé est privé. Par exemple, j'ai mis très longtemps à dire que j'étais hétérosexuel. Et j'ai fini par le dire. Pourquoi? Parce que je pense que ça relève de la vie privée, mais que ça participe quand même d'un statut public. J'ai fini par le dire parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est important que les gens sachent d'où je parle, et que d'où je parle, c'est je ne fais pas partie du tout des gens discriminés. Tout le monde voit bien que je suis un homme blanc, tout le monde a compris que j'étais aujourd'hui socialement dans une catégorie tout à fait confortable. Ça, c'était public.
Mais par contre, mon orientation sexuelle ne l'était pas. J'ai trouvé que c'était important de le dire à un moment donné pour que les gens sachent que voilà, je parle vraiment depuis le corps de quelqu'un qui a à peu près tous les privilèges et qui n'a jamais eu à subir la discrimination. Tu parlais de l'angle mort des médias dans ton livre. Qui conseillerais-tu sur le sujet? Sur le sujet des médias, il y a beaucoup de choses bien qui ont été écrites par Julia Cagé ces dernières années notamment. Il y a, je sais, une étude aussi importante qui fera sans doute un peu date, je ne sais pas si elle fera date, mais en tout cas une étude importante qui a été conduite par Claire Secaille, spécifiquement sur Cyril Hanouna touche pas à mon poste. Je pense que ça, par exemple, c'est 2 entrées récentes qui sont très solides et à partir desquelles sans doute aller rebondir pour chercher d'autres chercheurs qui ont écrit sur le sujet. Et puis après, il y a toujours une presse critique des médias, au premier rang desquels sur Internet, évidemment, Usul et Lumi, mais ils sont pas seuls sur le sujet. On a toujours Acrimed, on a toujours des rédactions comme ça qui font très bien le travail. Et moi, effectivement, c'est pas mon sujet, c'est quelque chose que je laisse à ceux qui en sont spécialistes. Comment vois-tu ton avenir professionnel? Sur la même trajectoire de succès, un engagement politique autre? Je n'ai absolument pas le début du commencement d'une idée de réponse à cette question. Trajectoire politique, comme je l'ai dit, c'est pas du tout au programme. Je vais dire quelque chose qui est assez obscène. L'honnêteté me commande de le dire. Moi, je suis très heureux de ma vie d'aujourd'hui. J'ai trouvé un équilibre personnel et professionnel là-dedans qui est idyllique. J'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance. Et j'en ai conscience que j'ai beaucoup de chance et que c'est grâce à vous. Donc merci déjà. Donc voilà, moi je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui et de la vie que j'ai. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie qu'elle change. L'avenir est plein de surprises. Donc nous verrons bien ce qu'il révèle. Est-ce que parfois tu réalises que tu as un pouvoir d'influence puissant et que tu peux être critiqué pour ça? C'est une bonne question. Je le réalise. Sachez que je l'ai réalisé d'une manière tout à fait indirecte à travers les vêtements. Moi j'aime bien les vêtements, tout le monde le sait. Assez spontanément et sans réfléchir, c'est vrai que j'ai eu tendance à pas mal parler de fringues tout au long de ces streams. Sans jamais évidemment être rémunéré, c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai compris mon pouvoir d'influence quand, chez Drapeau Noir, chez Aïdama, les patrons m'ont dit « Mais tu sais Clément, il y a pas mal de gens qui viennent de ta part. » J'étais là, mais comment? Et j'ai découvert à ce moment-là à quel point est-ce que, en effet, t'as un vrai pouvoir d'influence. En fait, le mot d'influenceur est pas usurpé, quoi. Et que, en fait, ça marche. Et moi, je me suis toujours dit que ça marchait pas, et en fait, apparemment, ça marche. N'as-tu pas peur d'être grisé par cette influence? Bah, en fait, pour moi, c'est plutôt le contraire. Ça aurait plutôt tendance à être quelque chose qui m'angoisse, que je ressens comme une pression sur mes épaules, et je pense que c'est très bien que je le ressente comme ça. Parce que c'est un vrai garde-fou, en tout cas, j'en ai l'impression, et que du coup, je m'impose une exigence presque supplémentaire encore. C'est aussi pour ça que, quand je dis une bêtise et que je m'en rends compte, je m'impose, même si parfois c'est douloureux, je m'impose l'honnêteté de dire non mais vous avez raison en fait, j'ai dit de la merde. Parce que je sais que si je défends le truc mordicus en disant mais non c'est moi qui ai raison, il y a une chance que j'en convainque une partie d'entre vous et en fait c'est une responsabilité qui est écrasante. J'en ai conscience et j'essaye d'être à la hauteur et je prétends pas réussir et je prétends pas être tout le temps parfait et je prétends pas réussir tout le temps à me corriger quand j'ai dit quelque chose qui pouvait être contestable. Mais j'essaye d'être à la hauteur de cette exigence là quoi. Mais comme l'a dit Pemph dans le chat, a raison, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup plus que ça me grise. Vraiment. Quel est ton rapport avec l'éducation populaire? Et penses-tu que les différents échelons territoriaux, les institutions ont la volonté de financer de la vulgarisation et de l'animation socio-culturelle autour de la rhétorique et de l'esprit critique? Alors, moi j'ai un rapport qui est assez distancié mais très respectueux à l'éducation populaire. Pour une raison simple, c'est que je n'en fais pas, je ne prétends pas en faire, et je respecte beaucoup ceux qui en font. Je ne prétends pas en faire parce que l'éducation populaire, fondamentalement, c'est quoi? C'est l'éducation des citoyens par les citoyens. Moi j'ai toujours fait quelque chose qui est assez descendant, qui part de quelqu'un qui a acquis un savoir au cours d'années d'études et qui tente de le diffuser et de le faire partager dans une perspective qui est fondamentalement descendante. Ce que je fais moi, ça s'appellerait plutôt de l'université ouverte ou bien de la vulgarisation, éventuellement de la recherche à ciel ouvert, ce qui est aussi en partie le cas. Je ne me revendique pas de l'éducation populaire parce que je pense tout simplement que c'est pas ce que je fais. Mais par contre, j'ai énormément de respect pour toutes celles et ceux qui font de l'éducation populaire que je trouve absolument essentielle. Dans mon rêve, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vous ai dit souvent, si on voulait construire une vraie démocratie délibérative, ça commencerait par créer dans tous les quartiers des maisons du peuple ou des agoras citoyennes, on les appelle comme on veut. Chaque personne qui aurait un savoir à partager viendrait et dirait « j'ai un savoir à partager ». Et en fait, on n'a pas besoin d'être expert pour enseigner. Et à partir de là, tu peux commencer à imaginer des choses plus politiques, des soirées débats sur comment ça se passe à l'hôpital, où tu invites des médecins et des infirmières, aides-soignants, aides-soignantes qui habitent là où tu es et qui vont te parler de l'hôpital, pas en théorie, mais de ce que eux vivent dans leur hôpital qui est aussi le tien. Sans qu'on s'en rende compte, au bout de 6 mois, dans toutes ces agoras citoyennes ou ces bars associatifs,
bizarrement, vont pousser des ateliers constituantes, où les citoyennes et les citoyens vont commencer à se dire « Tiens, comment on fait pour écrire une constitution ?» et se rendre compte que c'est pas si compliqué. C'est ce qui s'est passé dans des lieux qui se sont auto-organisés dans des marges. C'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, et c'est ce qui s'est passé sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes. Et ça, c'est de la vraie éducation populaire. Et je pense que là, vous voyez bien la différence entre ce projet-là et ce que moi, je fais avec vous. Pourquoi as-tu décidé d'arrêter le parcours de médiéviste? Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, mon premier métier, c'était d'être chercheur en histoire médiévale, et plus précisément en histoire du haut Moyen-Âge occidental. J'étais en maîtrise d'histoire et j'ai consacré un mémoire à la question fascinante du mariage et de la sexualité des évêques à l'époque mérovingienne. Vraiment, j'ai préféré les cours d'histoire aux cours de sciences politiques, en fait. Assez normalement, je me suis dit, bon, bah en fait, je préfère l'histoire à la Sciences Po, bah let's go, je fais de la recherche en histoire. Et en fait, en commençant à faire de la recherche, je me suis rendu compte que la recherche en histoire, elle était un peu loin de moi. Passer ma vie à étudier des textes en latin pour avoir une connaissance encyclopédique du droit canon du 7e, 8e siècle, je me suis rendu compte qu'il y avait de fortes chances que je pète un boulon à un moment donné et que la crise de la quarantaine soit assez douloureuse. J'ai tiré la conclusion que si j'ai préféré étudier l'histoire que la Sciences Po, que je préférerais faire de la recherche en Sciences Po plutôt qu'en histoire, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là où je suis passé de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, l'université où j'ai fait toutes mes études, à Sciences Po, où je suis rentré en Master 2. J'étais pile sur la frontière, donc j'ai à la fois une maîtrise d'histoire et un Master de sciences politiques, ce qui est bizarre. Et donc c'est là où j'ai basculé à Sciences Po Paris pour aller y faire ma thèse, enfin mon Master, puis ma thèse de sciences politiques. Quels sont tes centres d'intérêt autres que la rhétorique, la politique et la guitare? Quand je joue pas de guitare ou que je suis pas en train de commenter la politique, je continue de jouer aux jeux vidéo. En ce moment, Hades 2, c'est comme ça. Tu lis de la SF. J'en ai beaucoup lu. J'ai malheureusement beaucoup moins le temps de lire des romans aujourd'hui qu'à l'époque. Parmi mes premiers chocs littéraires, il y a Fondation d'Asimov, la saga Les Robots d'Asimov aussi, il y a Dune. Je suis très série, plus série que film d'ailleurs. Pas mal animé quand même, on va pas se mentir. T'es un weeb, say it. Bah, je suis un peu un weeb quand même. Hein. Bon, en même temps, bon. C'est quoi le dernier animé que j'ai regardé qui était bien? Attendez. Ah bah les Chroniques de l'Apothicaire. Ah moi j'ai beaucoup aimé les Chroniques de l'Apothicaire. Même si je trouve que la saison 1 est infiniment au-dessus de la saison 2. Hyper cringé sur la relation Mao Mao et l'autre là, comment il s'appelle, Jinchi, c'est ça? Jinchi, ouais. Mais j'ai adoré. Mes derniers gros chocs, c'est Free Run, j'ai trouvé ça sublime. Et oui, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. En vrai, mon animé préféré c'est Naruto. Je suis obligé de le dire parce que c'est identitaire. Mais je pense que l'œuvre que j'ai préféré en animé, c'est l'attaque des titans. Je fais un coup d'état pour rajouter ma propre question. C'est les questions qui viennent de la modération. Donc Camille, modérateur, qui dit « Je fais un coup d'état pour rajouter ma propre question. Peux-tu nous raconter l'histoire d'Hippias? Comment tu l'as adopté? Est-ce que j'ai eu d'autres chats avant ?» J'ai eu un autre chat avant. Je raconte pas l'histoire parce que ça me ferait rentrer dans ma vie privée. Comment j'ai adopté Hippias? En fait, c'est assez intéressant. C'est un peu marrant parce que c'est une histoire dans laquelle vont s'entrecroiser plein de persos. C'était en 2015, je commençais à réfléchir à écrire un livre de rhétorique qui allait devenir bien plus tard, en 2021, 6 ans plus tard, qui allait devenir Le pouvoir rhétorique. J'ai l'idée avec mon compère Pimpouin, que vous connaissez puisque c'est lui qui a fait les emotes de ce stream, notamment les magnifiques emotes Hippias qui dansent. Et donc avec Pimpouin, lui, il était sur un projet à lui de son côté, et qu'il avait besoin de bosser. Moi, je voulais commencer mon livre, et on a cette idée, on se dit, on se loue une grande baraque avec plein de chambres en Bretagne. J'ai écrit pendant 1 mois, ça a été très dur. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas encore bien à me positionner entre l'écriture académique universitaire et une écriture plus grand public. Et au bout d'1 mois, j'ai décidé que c'était trop tôt et que je me remettrais sur mon livre plus tard. Chose intéressante, lors de cet été, nous rejoint celui qui à l'époque est un pote de Pimpouin, un certain Teddy, le même Teddy qui derrière est devenu assistant de production sur L'Art de ne pas dire et qui part maintenant en tournée avec moi jour après jour. Donc 3 personnages de la Clémocorp rassemblés le même été au même endroit pendant quelques jours. Dans cette maison, il y avait un chat qui était un peu le chat à personne et à tout le monde. Les proprios lui donnaient un peu à manger vite fait. Donc il y avait le chat du coin qui était une jolie femelle qu'on a surnommée Pixel, et il se trouve qu'elle était enceinte. Et un jour, pendant 2 jours, on la voit pas. Et puis évidemment, le 3e jour, on revoit Pixel, mais plus du tout enceinte. On le dit à la proprio, elle dit ah ouais, mais bon, c'est dur de les trouver, hein, parce que généralement, quand la chatte elle accouche, elle les met dans un coin où on peut pas les trouver. Finalement, elle les trouve. Il y avait, si je dis pas de bêtises, 4 chatons. Un chaton tout noir, un chaton tout tigré comme Pixel, et 2 petits chatons gris, un mâle, une femelle. Et moi, c'était le moment où j'avais fait le deuil du chat que j'avais eu avant. Je me sentais prêt à en avoir un nouveau, mais je voulais pas aller le chercher à la SPA. Comme mon chat d'avant, j'avais été le chercher à la SPA, j'avais fait cette démarche-là. Là, je m'étais dit, je veux pas la refaire, ça va me rappeler trop de souvenirs. Je veux rencontrer mon chat. Et je m'étais aussi dit,
tiens, ce serait cool d'avoir un chat gris. Et donc il y avait un petit mâle gris sur lequel j'ai évidemment craqué. Je décide de l'adopter, je préviens tout le monde autour. Le chat gris, c'est moi qui le récupère, machin. J'ai refait 3 mois plus tard parce que j'ai attendu qu'il soit sevré, puis qu'il y ait l'éducation, machin. Je suis revenu 3 mois plus tard pour adopter le petit chat gris qui était toujours là. Et je suis revenu avec Teddy, qui lui a adopté le petit chat tigré, qui est devenu Silex, et donc mon petit chat gris qui est devenu Hippias. Et donc Teddy et moi, on est frères de chat. Enfin, nos 2 chats sont frères, plus exactement. Voilà d'où vient l'histoire de Hippias. Et il me suit depuis 10 ans. Et pourquoi Hippias? J'ai raconté l'histoire de son nom, donc pas toutes les histoires au même moment. Je la raconterai évidemment dans la prochaine foire aux questions. Voilà YouTube pour cette foire aux questions. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, que tu as trouvé la réponse à peut-être des interrogations que tu avais, pourquoi pas, voire des interrogations que tu n'avais pas, mais qui t'ont passionné néanmoins. Je sais pas si c'était passionnant. En tout cas, c'était cool de faire ça ensemble. On se retrouve, qui sait, dans 1 an et demi, 2 ans, peut-être plus, pour la prochaine foire aux questions. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous tout le monde. Ciao.